L'itinérance est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur au cours des 10 dernières années. Il est estimé que le nombre de sans-abri au Canada en 2005 s'élevait autour de 150 000 personnes. De ce nombre, 30 000 seraient situés dans la ville de Montréal. Ce sont des personnes qui sont marginalisées et donc beaucoup visées par les forces policières. Les 10 infractions les plus reprochées aux itinérants représentent près de 78% de l'ensemble des infractions, soit 10 265 infractions sur 13 176 constats d'infraction émis en vertu des réglementations municipales. C'est ce qui nous amène à nous demander si la judiciarisation des itinérants laisse place à l'exercice de leurs droits. Il faut cependant préciser que les personnes itinérantes visées par notre recherche ne sont pas celles qui ont choisi ce mode de vie. Nous visons plus particulièrement les itinérants avec des troubles mentaux. Pour notre recherche, nous nous sommes basés principalement sur les études de Céline Bello. En effet, depuis ces études, le sujet de l'itinérance est beaucoup plus documenté qu'il ne l'était, particulièrement grâce aux statistiques que ces études ont fournies. Par ailleurs, le RAPSIM nous fournit des précisions sur le portrait de l'itinérance. De plus, le rapport de recherche de la Commission des droits et libertés des personnes et de la jeunesse de 2009 nous a aidés pour le volet de l'atteinte aux droits du logement, de la sécurité et de la dignité. Finalement, nous nous sommes basés sur le mémoire du Barreau du Québec sur l'itinérance. Il est difficile pour nous et tout chercheur d'avoir un dénombrement précis en raison de la nature même du phénomène d'itinérance. En effet, tel que mentionné à maintes reprises dans les recherches, les personnes itinérantes ne partagent pas toujours leur information de façon véridique et exacte. De plus, ce sont des personnes qui sont marginalisées de par la précarité de leur statut et de par leur déviation vis-à-vis de la société. Aussi, il existe sur le sujet une abondance de documentation et des statistiques dont le résultat diffère en raison des facteurs précédents. Notre recherche porte principalement sur les infractions au règlement municipal de la Ville de Montréal. De plus, nous nous sommes limités à l'itinérance chronique et non temporaire. L'itinérance chronique est la plus visible. Les personnes dans cette situation n'ont pas connu de logement depuis une longue période. De plus, nous nous intéressons sur les itinérants victimes de répression accrue de la part des forces policières. Ces personnes se caractérisent par un nombre important de constats, soit plus de 10 constats d'infraction par année. Les résultats de notre recherche nous ont permis de conclure que l'itinérance est devenue au cours de ces 10 dernières années non pas uniquement un mode de vie mais davantage un crime. La situation d'itinérance est perçue, dénoncée, contrôlée comme une situation de menace pour l'ordre public. C'est bien d'ailleurs pourquoi nous nous questionnions à savoir si l'itinérance était davantage brimée par sa dérangeosité que par sa dangerosité. Il est généralement reconnu que les itinérants font partie des personnes les plus démunies et les plus vulnérables de notre société. Ce classement a notamment pour effet d'imposer à chacun des membres de ce groupe l'image préjudiciable et stéréotypée que la société se fait des personnes itinérantes, soit celle de l'itinérant nuisible, agressif et dangereux. En ce sens, la judiciarisation des personnes itinérantes pour troubles à l'ordre public renforce alors ces préjugés. Les itinérants représentent une population vulnérable et diversifiée qui peine à faire valoir leurs droits, notamment à cause de la désorganisation des itinérants, soit la perte de toute carte d'identité affectant leur accès aux biens et services, dont notamment l'accès aux institutions hospitalières et financières. Aussi, il y a le fait que l'accès aux services juridiques est limité dû à la méconnaissance de ces services, à la difficulté de compréhension des termes juridiques et de leur méfiance face au système. Un autre obstacle juridique serait que les itinérants font l'objet, en raison notamment de leurs conditions sociales, de distinction et d'exclusion à certains services publics. Il y a aussi un problème d'accès à l'aide des organismes de solidarité sociale qui exercent à cet égard un pouvoir discrétionnaire. En pratique, les itinérants qui se voient imposer un constat d'infraction aux règlements municipaux ne bénéficient pas de l'aide juridique pour assurer leur défense puisqu'elles ne sont alors passibles que d'une amende. Ce n'est que des années plus tard, lorsqu'elles sont susceptibles d'être emprisonnées pour non-paiement d'amende, qu'elles peuvent bénéficier de l'aide juridique. Il est souvent beaucoup trop tard pour intervenir à ce moment-là. Lorsqu'un itinérant reçoit un constat, généralement il va soit l'ignorer, le jeter ou bien le perdre. Son dossier sera alors réputé prendre la voie du plaidoyer de non-culpabilité. Sans aucun avis, son dossier fait alors l'objet d'un jugement par défaut. Le dossier est ensuite rendu à l'étape d'exécution du jugement. Si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont présents, les procureurs mènent le dossier devant la cour où les juges prononcent la culpabilité. Une fois le constat d'infraction émis, il n'existe malheureusement pas vraiment de pouvoir discrétionnaire.
Bien que les juges se sentent concernés par la problématique des itinérants et essaient de trouver des aménagements et des solutions, le pouvoir des juges à l'égard de ces personnes vulnérables se limite seulement à celui qui leur est conféré. Contrairement aux juges, ce sont les forces policières qui ont ce pouvoir discrétionnaire d'épargner l'itinérant ou de lui émettre un constat. Divers droits fondamentaux sont brimés par la judiciarisation des personnes itinérantes. Entre autres, le droit au logement est en jeu. En effet, la précarité résidentielle et le manque de logements sociaux constituent un élément majeur des facteurs structurels de l'itinérance. D'ailleurs, le fait d'être judiciarisé peut entraver l'obtention de nouveaux logements. Le logement implicitement protégé par l'article 45 de la Charte des droits et libertés est avant tout le lieu privilégié d'expression de la citoyenneté, le lieu où la personne aux prises avec des problèmes de santé mentale peut débuter son cheminement vers la reprise de pouvoir sur sa vie. Les sans-abri sont clairement démunis du droit du logement. Devant ces circonstances particulières, nous sommes d'avis que le tribunal est justifié d'intervenir puisque le gouvernement est réticent à allouer les ressources nécessaires pour endiguer et prévenir l'itinérance. Le droit à la sûreté prévu à l'article 1 de la Charte est également brimé. Son objectif est de protéger toute personne contre les actes de l'État qui ont des conséquences physiques et psychologiques sérieuses, graves, néfastes sur elle. La sécurité de la personne doit inclure un droit au traitement médical d'un état dangereux pour la vie ou la santé sans menace de répression pénale. En forçant une personne dont la vie ou la santé est en danger de choisir entre, d'une part, la perpétration d'un crime pour obtenir un traitement médical efficace en temps opportun et d'autre part un traitement inadéquat ou pas de traitement du tout, le droit à la sécurité de la personne est violé. Aussi, le manque de sommeil peut avoir de graves conséquences sur la santé des personnes itinérantes. Si le fait de se loger dans des endroits publics comme les parcs le soir consiste en une infraction punissable par amende, on conclut qu'il s'agit d'une atteinte au droit à la sûreté et au respect de l'intégrité des sans-abri garantis par l'article 1, puisqu'ils n'ont pas de place où dormir sans avoir un risque d'être punis. S'inspirant des tribunaux mis en place ailleurs au Canada, notamment du Mental Health Court à Toronto, une solution alternative à la judiciarisation a été mise en place, soit le programme d'accompagnement justice-santé mentale à Montréal. Puisqu'on estime qu'entre 30 et 50% des itinérants auraient des problèmes de santé mentale, ce programme a été mis en place à la Cour municipale de Montréal afin d'offrir des services de santé adaptés à la condition des contrevenants présentant des problèmes de santé mentale pour proposer des alternatives à l'emprisonnement. Ainsi, l'itinérant aurait un choix, soit de subir l'incarcération, soit d'accepter un encadrement par un intervenant et de coopérer pour l'amélioration de sa santé, ce qui pourra éventuellement retirer toute accusation émise contre lui. Notre recherche nous a permis d'établir que ce choix donné à la personne itinérante n'est pas vraiment un vrai choix. C'est-à-dire que si l'itinérant ne suit pas les interventions médicales, il retombera alors dans le tribunal régulier et va suivre le cours normal du processus judiciaire. L'itinérant doit consentir aux soins médicaux au risque de se retrouver en prison. Ce consentement aux soins que l'on peut qualifier de viciés porte atteinte au droit à la liberté garanti par la Charte canadienne, qui est intimement lié au concept crucial de dignité humaine. Ce dernier donnerait le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales sans l'intervention de l'État. À la lumière de nos recherches, le droit à la dignité qui devrait conférer à l'individu une marge d'autonomie dans la prise de décision d'importance fondamentale pour sa personne n'est pas respecté lorsqu'on impose à l'itinérant un choix préconçu entre l'incarcération ou l'intervention médicale.